Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vous invite à progresser. Progresser dans les ouvertures, notamment l'ouverture écossaise, ou plutôt le gambit écossais, et même l'italienne, parce que par une transposition de coup on arrivera dans la même position. Mais je vais vous inviter à progresser à travers le portrait d'un jeune joueur, d'un jeune champion, Antoine Trévisiol. Alors qui est-il, ce joueur? Eh bien, ça fait 3 années consécutives qu'il est champion de France d'échecs dans ses catégories jeunes. Il a une personnalité assez éclectique, hein. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il est passionné par la lecture, par l'écriture. D'ailleurs, il a été lauréat du Plumier d'Or en 2022. Il aime aussi la recherche scientifique et l'espace. Il a envie de s'orienter dans ce domaine plus tard. Alors, ses premiers pas aux échecs sont très précoces, puisqu'il apprend à déplacer les pièces à 2 ans et demi. 2 ans et demi. À 4 ans et demi, il est déjà capable de déchiffrer une partie d'échecs et de résoudre ses premiers problèmes. À 6 ans, il fait son premier tournoi. Et là, c'est la révélation, bien sûr. Et à 7 ans, il est capable de jouer sa première partie à l'aveugle, sans voir l'échiquier, tout de mémoire. Et à 7 ans, je le rencontre pour la première fois. C'est ses parents qui me rappellent cette anecdote, parce que évidemment, je suis en contact avec chaque parent des enfants pour qui je fais des portraits d'échecs sur la chaîne. Bien sûr, j'ai les autorisations des parents. D'ailleurs, si vous voulez voir la playlist de ces jeunes champions, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Et donc, ces parents m'ont rappelé l'anecdote suivante, c'est que je les rencontre au championnat d'Île-de-France, lorsqu'Antoine a 7 ans. Et il réussit bien ce tournoi, Antoine, puisqu'il se qualifie pour les championnats de France. Et en discutant avec ses parents, c'est vrai que je leur ai dit que ce n'est que le début d'une longue histoire. Alors, dans cette partie, Antoine Trévisiol a les noirs. Cette partie s'est jouée en 2023 au championnat de France des pupilles des moins de 12 ans à Agen. Et donc, son adversaire ouvre avec le pion roi E4. Donc, E5, la réponse symétrique. Cavalier F3, on attaque le pion central, donc cavalier C6, on défend. Et là, son adversaire choisit de jouer D4. La partie écossaise. Alors, vous devez certainement connaître d'autres coups dans cette position, comme le coup fou C4. La partie italienne, avec le fou qui pointe la faiblesse du pion en F7. On a aussi la sortie du fou en B5, qui pointe le cavalier. Là, c'est l'ouverture espagnole. Mais là, les blancs choisissent la conquête immédiate du centre. D4. Donc dans cette partie écossaise, avec cette poussée en D4, la meilleure façon de réagir, c'est de prendre. Les défenses du pion 5 sont assez maladroites, généralement. Donc, on prend D4. Et la continuation habituelle de la partie écossaise, c'est la reprise du cavalier en D4. Mais là, son adversaire joue plus agressif. Il va jouer fou C4, un coup qui a plus de mordant. C'est le gambit écossais. Un gambit aux échecs, c'est lorsqu'on sacrifie souvent un pion dans l'ouverture en vue d'obtenir d'autres compensations. Et là, les compensations, quelles sont-elles? Eh bien, c'est le meilleur développement des blancs. Le cavalier sorti, le fou sorti agressivement avec l'attaque du pion F7, le roc à portée de main, donc on a une certaine célérité dans la mise au combat de ces pièces, dans le développement des pièces blanches. Et en plus, le pion D4 est toujours attaqué. Alors, Antoine va décider de se développer en défendant le pion D4. Et là, les blancs jouent C3, c'est toujours agressif, hein. Ça attaque le pion D4. Et ça invite les noirs à dévier leur pion pour que la dame ait accès à la case D5. C'est un petit piège. En réalité, il ne faut pas prendre avec les noirs. Il faut accepter que les blancs récupèrent leur pion D4. Il faut faire le deuil de ce pion. Si on prend ce qui ne s'est pas produit dans la partie, la dame a donc accès à la case D5. Mais elle ne va pas y aller tout de suite, hein, même si ça attaque le fou et que ça menacerait le mat. Parce que sur dame D5 immédiatement, on est capable de jouer dame E7, qui défend le fou et qui défend le mat. Par contre, les blancs peuvent sacrifier en F7. Quand vous avez le fou en C4, de toute façon, il faut toujours calculer les sacrifices en F7, hein, toujours. Donc, roi prend. Et maintenant, dame D5, la fourchette. Et les blancs récupèrent dans de bonnes conditions la pièce. C'est pourquoi, après le coup C3, Antoine connaît, bien sûr, il ne va pas prendre en C3, il va choisir de jouer un coup de développement. Il sort le cavalier en attaquant le pion de 4. Les blancs récupèrent. Fou B4, échec. Et donc cet ordre de coups, on peut le retrouver, cette position, on peut le retrouver avec un ordre de coups différent. Là, on y est parvenu avec un ordre de coups du gambit écossais, mais on peut avoir exactement la même position avec un ordre de coups de la partie italienne. Je vous montre. Par exemple, sur E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, donc D4, l'ouverture écossaise, c'est ce qu'on a vu, enfin le gambit écossais. Mais si les blancs jouent fou C4, eh bien les noirs peuvent continuer par exemple par fou C5, C3 pour appuyer la poussée D4, cavalier F6 attaque le pion,
D4, prise, prise, fou B4, échec, et finalement on arrive dans la même position avec un ordre de coups différent. Donc, dans la partie, on est dans cette position. Et là, les blancs jouent fou D2. Et il y a deux coups possibles. Moi, dans cette position, j'ai plutôt l'habitude de prendre le fou. Alors, le cavalier va reprendre, et après de taper au centre par la poussée des 5. Mais Antoine va choisir de prendre en E4 immédiatement. Donc, il prend en E4, les blancs prennent en B4, donc le cavalier reprend. Et là, il faut faire un petit arrêt sur image, parce que les blancs, ils ont perdu un pion, c'est vrai, mais les noirs ont des faiblesses. Ils ont les deux cavaliers sans protection, et très exposés. Ils ont toujours le problème du pion F7, qui est un pion fragile dans l'ouverture. Tant qu'on n'a pas fait le roc, c'est un pion fragile. Quand on a fait le roc, il n'est plus vraiment fragile, parce que la tour est en F8 et elle peut participer à la défense du pion. Mais quand on n'a pas fait le roc, c'est très dangereux. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours calculer, envisager les sacrifices du fou sur ce pion. Et là, les blancs, ils vont sacrifier le fou contre le pion en F7. Parce qu'après, ils sont capables, avec leur dame, de faire une fourchette, d'attaquer le roi et l'un des cavaliers. Mais pour l'instant, c'est théorique en réalité. Ce n'est pas une erreur d'Antoine. Cette position, avec ce sacrifice en F7, a déjà été jouée de très nombreuses fois, même par des joueurs professionnels. Donc, fou prend F7, échec, roi prend, dame B3, échec, fourchette. Alors, il est possible d'avancer le pion D5 pour bloquer l'attaque sur la diagonale, mais même si c'est possible, c'est un inconvénient de laisser cavalier E5 arriver sur échec, et que le cavalier E5 n'est pas si facile à se débarrasser, puisque le pion D5 ne pourra jamais reculer en D6 pour déloger le cavalier, et on n'a plus de pion F. Alors Antoine, il va choisir une autre stratégie. Il ne va pas jouer D5, il va bouger son roi, et il laissera le pion D être capable de venir en D6 pour contester la case E5. Et il va jouer roi F8. Alors vous allez me dire, roi F8, c'est pas une très bonne case. Ça permet à la dame de prendre le cavalier sur échec. Mais en fait, c'est toute l'idée des noirs. C'est qu'après dame prend cavalier échec, la position tient pour les noirs parce qu'il y a le coup dame E7, qui va empêcher la dame d'attaquer le roi, qui va intercepter l'attaque de la dame sur le roi. Et avec dame E7, on va préparer une contre-attaque sur le roi blanc. Si les blancs, par exemple, veulent éviter l'échange des dames, en bougeant leur dame, eh bien, ils vont être victimes d'une attaque à la découverte très dangereuse. Et même certainement fatale aux blancs. C'est pour ça que dans cette position, les blancs échangent. Ils font dame prend, roi prend. Et les blancs font petit roc. Alors c'est vrai que les noirs ont leur roi déroqué. Mais dans les finales, l'abri du roi est un peu moins nécessaire parce que on est moins souvent victime d'attaques sur le roi, d'attaques de mat sur le roi. Les rois, ils ont la terreur des dames. Quand il y a les dames sur l'échiquier, il faut toujours avoir un abri du roi. Une très bonne cachette pour le roi. Dans les finales, en réalité, c'est le moment où le roi a encore moins de danger et où il peut apporter sa pierre à l'édifice dans le contrôle des cases et même dans le combat. Il gonfle la poitrine et il va se montrer un peu quand même. Dans cette position, Antoine, il va reculer son cavalier. Alors certainement qu'il y a des problèmes aussi de tour 1 qui risquent d'arriver. Donc cavalier en F6. Cavalier C3. D6. Et là, H3 a été joué. Et on va faire une petite pause ici. On va essayer de comprendre ce que veulent faire les blancs. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme plan, les blancs? Bien sûr, ils peuvent placer des échecs sur la colonne E, ils peuvent essayer de mettre la tour sur la colonne C, et essayer de bouger leur cavalier, par exemple en B5, pour essayer d'attaquer le pion C7. Mais en réalité, les noirs sont capables de réagir à ces coups. Par exemple, sur tour 1 échec, le roi est capable de se déplacer de la colonne. Et sur tour C1, cavalier B5, en réalité, les noirs seront capables de jouer certainement C6 pour empêcher les attaques sur la colonne C. Et en plus, dès que le cavalier commence à aller en B5 pour pouvoir attaquer C7, le cavalier noir aura accès à la case D5, une case où il ne peut pas se faire déloger en réalité, et il pourra défendre aussi C7. Donc cette position, en réalité, tient pour les noirs. Et les blancs doivent construire un plan. Ils ne vont pas s'y prendre de la manière la plus adroite. Ils vont être peut-être assez maladroits, ils vont manquer de prestesse, de justesse, d'agilité dans la réalisation de leur plan. On va voir après, à la fin de la vidéo d'ailleurs,
Pour moi, on aurait pu essayer de réaliser le plan avec, de manière plus pertinente. Mais voyez ce coup en H3. Il n'est pas joué de manière anodine. On va se dire, oui, ça permet de libérer une case pour le roi. Ça empêche les pièces noires de venir en G4 également. Mais ça prépare la mobilisation de la majorité de pions des blancs. Parce qu'il faut construire un plan. Et un plan, ça ne va pas être simplement de jouer la tour en E1 et en C1, parce que les noirs sont capables de lutter. Ils sont capables de jouer roi D8, de mettre la tour en E8 pour essayer de contester la colonne, de jouer C6 pour empêcher les infiltrations du cavalier et murer l'action qu'il pourrait y avoir sur la colonne. Donc il faut construire un plan. Et un plan, on l'établit grâce au déséquilibre. Et les blancs, ils ont une majorité ici de 3 pions contre 2. Donc l'idée, c'est d'essayer de mobiliser cette majorité de pions pour prendre de l'espace, repousser peut-être à un moment donné le cavalier pour avoir accès à la case D5, et essayer avec cette majorité de pions de générer un pion passé. Et on va voir que les blancs vont jouer H3, ils vont reculer leur cavalier, ils vont plutôt après jouer G4, F4, mais il va y avoir une faille dans leur mobilisation de leur majorité. Une faille que va exploiter Antoine. C'est pour ça qu'après, on regardera une autre façon de procéder avec les blancs. Alors, pour l'instant, suivons la partie. Les noirs ont joué fou F5, cavalier D2, comme je vous l'avais annoncé, roi D7, G4, donc la majorité de pions des blancs commence à se mettre en action. Le fou vient en D3, attaque la tour qui se met sur la colonne A. Les noirs contestent la colonne avec tour E8, et les blancs jouent F4. Et là, un très bon coup d'Antoine. On va voir si vous le trouvez d'ailleurs. Que joueriez-vous ici avec les noirs? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour essayer de voir tout simplement. Alors, ce n'est pas un coup qui gagne du matériel immédiatement ou qui est incroyablement fort. C'est un coup qui permet de causer des problèmes, de poser des problèmes à l'adversaire. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Antoine, il profite de la présence de son fou en D3 pour jouer B5. Et l'idée de cette avance de pion, ça va être de repousser le cavalier et de gagner la case D5 pour son propre cavalier. Donc on repousse le cavalier adverse et on améliore le positionnement de son propre cavalier. Alors les blancs luttent contre ça. Ils vont jouer A3, A5, A5. Et donc B4 va arriver. Et les blancs vont donc jouer G5 eux-mêmes. Essayer de chasser le cavalier, comme ça au moins quand ils se prendront B4, si le cavalier noir n'est plus là, ils pourront bouger leur cavalier sans craindre cavalier D5. Mais le problème, c'est cavalier H5. Et on attaque le pion en plus sur F5, et il y a fou prend. Donc dans la mobilisation de la majorité des pions des blancs, il y a eu un problème, un manque d'organisation. Malheureusement pour les blancs, ils ne peuvent même pas jouer tour F1, le fou contrôle la case. Alors les blancs ont joué cavalier D5, pour défendre le pion F4, parce que j'avais dit qu'on ne pouvait pas le défendre. Mais si, on peut le défendre avec cavalier D5. Et en plus, on ne peut pas repousser tout de suite le cavalier par C6, parce qu'on se prend cavalier B6 qui ferait la fourchette roi, tour. Antoine est vigilant, il joue tour B8, et il prépare le coup C6. Alors, les blancs jouent B4, C6, le cavalier repoussé, et on s'empare du pion. Voilà. Et quand on gagne un pion dans une finale, c'est un mauvais message envoyé à l'adversaire, hein. Surtout que le pion H3 est en prise avec des fourchettes ici qui gagneraient même le pion G5. Donc les blancs jouent H4, c'est normal. Échange des tours. Généralement, quand on a l'avantage de pion, on cherche à échanger des pièces pour que l'adversaire n'ait pas la possibilité de se rattraper. Et ici, les noirs vont prendre en B4. Prise en B4, prise en B4, et ils viennent sur la colonne A. Les blancs jouent tour E3, donc le fou recule en G6. Tour F3 attaque le cavalier. Tour A3 contre-attaque sur le cavalier blanc. Il y a eu tour prend, cavalier F1, certainement que les noirs vont menacer tour D3. Et puis je crois que le cavalier cherche à se repositionner aussi, hein, avec roi H2 pour permettre au cavalier de venir en G3 et permettre la poussée H3. Tour B3 attaque le pion. Roi H2. Tour prend B4. Cavalier G3. C5. H5. Fou E8. H6. Prise, prise.
tour prend D4, et là les blancs abandonnent parce que en fait les pions sont tombés les uns après les autres, et maintenant il y a 3 pions passés liés, donc c'est ingérable pour les blancs cette finale. Alors revenons à la position. On était ici. Et vous voyez, l'enchaînement H3, cavalier D2 a peut-être été un peu maladroit. Alors, comment on aurait pu s'y prendre autrement? J'ai regardé des parties de forts joueurs, de grands maîtres, pour essayer de comprendre comment ils procédaient dans la position. Et alors, on a du tour 1 échec tout de suite. Bon, vous avez peut-être été nombreux à se dire, bah oui, il fallait placer un échec ici sur la colonne, ça ne mange pas de pain. Et puis, ça oblige le roi à choisir une destination. Parce que si le roi vient sur la colonne F, il va s'écarter de la protection du pion C7. Et donc peut-être que là, les blancs peuvent avoir des attaques sur la colonne C. Et puis si le roi vient en D7, il gênera le fou. Donc il va aller en D8. Mais du coup, il gênera la tour. Donc les blancs, finalement, en prenant possession de la colonne, ils vont gêner un petit peu les noirs. Ils vont retarder un peu le développement des noirs. Ensuite, ils peuvent enchaîner par cavalier G5, menacer la fourchette en F7. On peut jouer tour F8. Alors on va se dire à quoi ça sert de jouer cavalier G5. Bien, regardez la suite. Maintenant, les blancs peuvent commencer à mobiliser leur majorité, mais pas par H3, par F3. Parce que F3, ça peut soutenir la poussée G4, mais F3, ça peut aussi accueillir l'arrivée du cavalier en E4. Par exemple, sur fou F5, un peu comme dans la partie, ça avait été joué, et bien maintenant, cavalier E4. Ça, c'est très intéressant ce qui se passe. Parce que si les noirs prennent le cavalier en E4, le pion reprendra et il y aura un fort duo de pions centraux. Et puis, si les noirs ne prennent pas, c'est peut-être les blancs qui pourront prendre tôt ou tard le cavalier en F6. Et comme ça, la case D5, le combat sur la case D5 qu'on avait vu tout à l'heure sera gagné par les blancs en fait. A noter que les noirs ne menacent pas le coup D5 parce qu'il y aurait cavalier prend, et les noirs peuvent reprendre du pion de la tour, mais après ils perdraient le pion en D5. Donc vous voyez, on pourrait chercher à échanger ces cavaliers pour gagner le contrôle de la case D5. Et on n'a pas peur que les noirs prennent. Par exemple, si les noirs jouent roi D7, on peut faire cavalier prend. Alors là, je ne sais pas, tour prend ou pion prend. Jouer G4, repousser le fou qui peut aller en G6. Ça attaque, alors on peut peut-être défendre par roi G2 ou jouer tour E3 d'ailleurs. Défendre, puis accueillir la tour en E1. Bon, alors après, les noirs peuvent échanger. Il peut y avoir tour prend, alors peut-être fou prend, roi G2, on soutient, peut-être après tour E1, et essayer de mobiliser comme ça, petit pas à pas, la majorité des 3 pions. Bon, en tout cas, même si ça ne procure pas un avantage aux blancs, même si ce n'est pas gagnant pour les blancs, bah, c'est quand même certainement mieux que ce qui s'est produit dans la partie en fait. Alors je remets la position finale de la partie, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié découvrir ce jeune champion français. On pourra le suivre dans l'évolution de sa carrière. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'aider, de laisser des pouces, des commentaires, de partager la vidéo comme d'habitude. Au revoir à tous.